Et les game changers, c'est la somme des A/B tests. En vrai, c'est ça. T'as pas un truc magique sur le web. On a beau dire, ouais, j'ai fait ça, ça m'a apporté plus 0,2 points de conversion. En vrai, c'est la somme de plein de trucs. C'est la somme de là où va ton trafic. Et donc, forcément, l'acquisition, elle a un impact, tu vois. Si tu bascules tout le trafic de la home à la page produit, ton site, il va pas se comporter de la même façon. Clairement. C'est la somme de tous les A/B tests parce qu'un mec, il voit une dizaine de pages, tu vois, donc quelle est l'expérience? Et c'est la somme du tunnel aussi, tu vois, t'as plein de petits trucs. Alors les moyens de paiement, forcément, ça contribue. Te dire de combien ça a contribué, c'est hyper compliqué, en fait, parce qu'il y a tout qui bouge tout le temps sur un site web. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Panier qui est filmé aujourd'hui, si vous voulez aller le voir sur YouTube. Je les poste pas toujours d'ailleurs en même temps que sur les plateformes de podcast, mais je les poste. Je finis par les poster. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Émile Doumenc, qui est le directeur du digital et du e-commerce. Du digital au sens large. Digital ou e-commerce, à la limite, l'intitulé a pas forcément beaucoup d'intérêt pour moi. Non, mais ton rôle, oui. Donc, directeur du digital chez Wonderbox, qui est le numéro 1 du coffret cadeau en France et l'un des acteurs majeurs du coffret cadeau en Europe. On en parlera. C'est top parce que ça fait longtemps que je voulais enregistrer cet épisode et aborder le sujet du coffret cadeau. Et un immense merci à Benjamin Beer, qui est le fondateur de Inga que j'ai reçu sur le panier et qui fait des essuie-tout, des éponges, des serviettes démaquillantes réutilisables, lavables. Super épisode, hein. C'était à l'époque la plus grosse, le plus gros crowdfunding de Ulule au moment où il l'a fait. Épisode super intéressant, mais qui a eu une autre vie puisque lui il a été acteur et il avait monté les premiers coffrets Culture University, c'est ça, qui a été racheté par Wonderbox à une époque où toi tu étais justement bras droit du président, c'est ça? Du DG, ouais. Fabrice Lépine. Ok. Et il m'a dit tu devrais rencontrer Émile, il a des choses incroyables à raconter et effectivement on va s'en raconter des choses incroyables. On va parler du repeat qui est un enjeu dans ce business où tu as des fréquences d'achat de 12, 13, 14 mois parfois. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que tu as un nouvel acheteur, enfin, chaque fois qu'un client rachète, c'est presque un nouveau client, il faut le racheter. On va parler de la saisonnalité qui est un enjeu important aussi puisque tu fais 50% de ton chiffre d'affaires dans les 2 derniers mois de l'année. Alors, comment tu peux arriver à le diversifier un peu? Ce sera l'un des sujets qu'on va aborder. On va parler aussi de CRM parce qu'il y a quand même pas mal d'intermédiaires entre l'achat et l'utilisation d'un coffret, comment est-ce qu'on capte, comment est-ce qu'on embase et comment est-ce qu'on active du coup tes utilisateurs. Ça fait pas mal de sujets, mais il y en a plein d'autres. Bienvenue. Merci Laurent de m'accueillir. Bah écoute, merci super à toi. Chouette. C'est quoi le Wonderbox? Wonderbox, déjà, c'est une super boîte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est, mais c'est une boîte, ça fait 19 ans qu'elle existe, en croissance. Enfin, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est une croissance linéaire. Enfin, c'est comme un bulldozer qui avance. Alors, on a subi le Covid, un peu comme toutes les boîtes. On n'a pas fait zéro. Énorme résilience, pourtant on bosse dans le loisir, le tourisme. Pourtant ça s'était arrêté. Non mais j'aurais imaginé, d'ailleurs je t'ai posé la question tout à l'heure quand on prenait un café en me disant mais il s'est rien passé en 2020. En fait si. Ah si, on a continué à vendre. Alors pas en retail, c'était fermé, mais sur le online on a continué. Sur Amazon on a continué. Et ça a repris tout de suite en fait. Donc et les acteurs du tourisme ils ont fait 0. Nous on a peut-être fait moins 80, mais on n'a pas fait 0. Donc c'est assez impressionnant. Voilà. Et Wonderbox, c'est 500 personnes maintenant en Europe. On vise les 350 millions de volume d'affaires, si tu veux, cette année. C'est 100 millions de plus qu'il y a 2 ans. Donc, c'est une énorme croissance. On est présent dans 13 pays maintenant. Même 14, parce qu'en fait, on vient de lancer Amazon au UK.
Ok. Ouais, depuis la France, un peu à l'arrache, comme j'aime, quoi. Donc la seule manière d'acheter Wonderbox au UK, ce sera via Amazon. C'est via Amazon. Ouais, ok. Exactement. Et on a une entité aux US et on est aussi au Canada. Ok. Donc tu vois, on est vraiment un peu partout. Et du coup, l'Europe pèse quoi par rapport à l'international? C'est 98%. 78%, donc le reste aux US. Le reste aux US, ouais. Et la France vis-à-vis du global? C'est à peu près la moitié, un peu moins maintenant. Ok. Parce que les pays ont une belle traction. Donc ça, c'est assez cool. Ça se rééquilibre. 350 millions d'euros visés en 2023. Fin avril 24. Là. Fin avril 24, ouais. Vous êtes en jet décalé. Ouais. Combien de ventes? On fait à peu près 5 millions de produits par an qu'on vend Ok. sur l'Europe, produits-services. Voilà. 5 x 5, donc 60. Tu me l'as dit tout à l'heure, en 60, 70 ça fait à peu près 60 euros si tu veux. 60 euros le panier moyen. Ouais. Ok, cool. Historiquement, du coffret cadeau. Que du coffret cadeau, alors on se diversifie si Ouais. tu veux. Coffret cadeau, pardon, expérientiel, c'est ça? Alors, on vend Tout est expérientiel. Il y a une évolution du coffret cadeau. Il y a une évolution du coffret cadeau. Ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'on a tous l'image du parachute, de la gastro, du bien-être, de l'insolite, tu vois, qui sont les coffrets historiques en fait, hein, et qui sont encore le cœur du business. Il faut bien l'avoir en tête. Mais on a complètement évolué et on a une offre de billetterie qui est extrêmement intéressante et pour autant hyper méconnue. Moi, c'est 20% de mon mix sur le web, tu vois, donc c'est quand même énorme. Et le web est toujours un petit peu en avance sur le retail parce qu'on est plus agile, tu vois, pour mettre les trucs. Et c'est pas la même population aussi. Ok. Et si tu veux, on a tous les parcs d'Europe. On a Harry Potter au UK, on a tous les clubs de foot, en fait, tu vois, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, au Portugal, enfin, on a une offre de dingue, en vrai, on a les clubs anglais aussi, bon, ça coûte assez cher les clubs anglais, mais on les a, et on a toute une billetterie culturelle hyper intéressante. Mais tu me parlais, pardon, juste je reviens sur les clubs, mais en plus, t'as des offres club plus séjour, c'est ça? Exactement. Tu peux aller passer 4 jours à Barcelone, dont voir un match du Barça. Alors en général, c'est une nuit avec les places, pardon, ouais. mais ouais, en fait, c'est ça qui est assez cool, et ça se vend super bien. Le OM séjour, c'est un carton. Voilà. Mais on vend aussi, tu vois, les Stadium Tour. Ça marche super bien. C'est quoi un Stadium Tour? C'est le Stadium Tour du PSG. Tu visites le PSG, quoi. Ok. T'as pas les places de foot, mais tu vas dans le club, tu visites les vestiaires, etc. Ok. Pourquoi je passerais par Wonderbox pour acheter des places pour le PSG à offrir? Parce qu'en plus, il y a le séjour, justement, il y a tout ce qui est autour. C'est une super question. Déjà, c'est cool comme boîte. Et surtout, pour moi, la grosse force du coffret cadeau, c'est que si tu veux offrir un billet open, c'est ça. qui est valable 3 ans, et tu veux pas mettre un bout de papier bon pour, tu fais comment? Tu vois? T'as un super coffret à offrir et c'est sympa. On a un tiers de confiance en plus. Donc on a le coffret cadeau, c'est une super solution et c'est pas une solution has-been, en fait. Faut bien l'avoir en tête, quoi. Donc une évolution avec de nouvelles offres. T'as parlé de culture, t'as parlé de parcs d'attractions, de foot. Il y a d'autres choses qui sont en cours, qui arrivent, auxquelles on peut s'attendre. Sur la culture, je détaille juste un peu plus, parce que je fais super vite. Culture, on a tous les théâtres de Paris, pas mal de théâtres en province. Donc, et en vrai, c'est souvent, si tu prends un coffret 6 places, 10 places, c'est moins cher que billet réduc. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est méconnu, c'est un peu dommage. On a aussi l'Opéra de Paris. Et ce qui est assez fort avec l'Opéra de Paris, c'est que le coffret que tu vois sur le site de l'Opéra de Paris, c'est nous qui l'opérons. Ok. Et pareil pour le Puy du Fou. En marque blanche pour le. C'est marqué l'Opéra. Opéra de Paris et tu peux l'acheter. Voilà. Et pareil pour le Puy du Fou. Puy du Fou, on fait le coffret du Puy du Fou. Donc, et c'est super bien. Enfin, tu vois, c'est une vraie valeur. Ce qu'on sait faire, c'est un vrai savoir-faire in-house. Et on a le Roi Lion aussi, tu vois. On a Aladdin, on a pas mal de trucs. Je suis allé voir avec mes gamines et qui étaient assez incroyables. Elles ont passé, je pense, 2 heures debout sur le siège à chanter. C'était drôle. C'est fabuleux. Et là, au UK, on vient de signer les Yankees, par exemple. On a signé. Yankees au UK? Non, aux US. Aux US, on est en train de signer. On a tout Broadway. Enfin, on a vraiment des offres de ouf, en fait. Le marché américain est un marché comment par rapport au marché européen? C'est un marché de cartes cadeaux. Ok. Pour l'instant, sur carte cadeau plus que coffret, c'est ça? Ouais, c'est un énorme marché de cartes cadeaux. Le marché du loisir, il est plus difficile à craquer. Il n'y a pas d'acteurs majeurs pour l'instant. Tu vois, il y a des acteurs qui sont assez petits, mais il n'y a pas un mec qui fait 200 millions, 300 millions. Je pense que le plus gros doit faire aller 10 millions maximum, je pense. Ok. Ouais, c'est tout petit. Ok. Donc un marché à éduquer. Un marché à craquer plutôt qu'à éduquer, tu vois. Je sais pas si tu peux éduquer un marché mature. Oui, non, je comprends. Ouais. Vous avez des équipes sur place? On a une toute petite équipe sur place, ouais. Qui est basée où? À New York. À New York. Il y a des cartes cadeaux aussi. J'ai vu ça récemment. Ouais. Cartes cadeaux. On se lance, mais on se lance vite. On fait déjà des beaux chiffres. Tu vois, je pense que dans 2 ans, dans 1 an, je pense qu'on fait 100 millions de volume. Sur la carte cadeau? Ouais, sur la carte cadeau. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et juste, pardon, une précision, tu l'as dit à l'instant, volume, quand on parle de 350 millions de CA cette année, c'est le déployé, c'est la somme de toutes les... Tout à fait, ouais. C'est le volume d'affaires, on va dire. Le volume d'affaires. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est le volume.
Et les cartes cadeaux, ce qui est assez fort, c'est qu'on est déjà la carte cadeau la plus distribuée en France. C'est lancé quand ? Ça s'est lancé pendant le Covid, juste après le Covid, Okay. Au mois de mai, spin-off, tu vois, un truc à part, qui s'est créé à l'arrache sous l'impulsion de James, qui est un des fondateurs, hyper brillant, tu vois, on a monté, on a fait, hop, c'est une belle exponentielle. Et vous êtes la première carte cadeau en France ? Distribuée, la première. Distribuée. Ouais, c'est-à-dire qu'on est présent dans plus de 3000 points de vente, Ok. je pense, à peu près. J'ai pas le chiffre exact, mais on est déjà plus distribué qu'Illicado, par exemple, qui est pour la référence peut-être connue partout. Ok, hyper intéressant. Lancé il y a 3 ans. Ça s'appelle la Wonder Card, hein, tu me disais. Alors, ça s'appelle la Wonder e-Card. E-Card. Et on a la Wonder Card, en fait, c'est des subtilités un peu liées aux contraintes juridiques. Puisque tu as 2 modèles. Tu as un modèle où tu as une vraie carte de paiement. C'est la Wonder Card. Donc, on a des cartes beauté, mode, déco, restaurant. Donc, tu peux être directement chez le partenaire. Et on a une carte digitale, en fait, où tu achètes une carte et derrière, tu vas sur nos sites l'échanger pour la carte cadeau de l'enseigne de ton choix. Et tu peux la laisser câble. Et la carte cadeau que tu échanges, tu peux l'utiliser online ou offline. Donc ça laisse plus de liberté, c'est ça ? Ça laisse plus de liberté et c'est dans la poche, quoi. Tu vois, Ouais. t'as ta carte dans la poche, c'est hyper pratique. Ça, c'est un carton. Tu as vu des évolutions sur les dernières années ? On parlait du Covid tout à l'heure, où tu avais une baisse, mais pas zéro. Une évolution sur le type de demande et le type de coffret qui s'achète ? Elle est aussi liée au mix de produits qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux, on a complètement changé notre périmètre. Il y a 4 ans, on vendait 200 coffrets sur notre site. Maintenant, on vend 5000 produits. Tu vois. Et c'est lié aux acquisitions externes. C'est lié au nouveau concept qu'on déploie. C'est lié aux cartes cadeaux. Enfin, c'est lié à plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça apporte des nouveaux acheteurs. C'est énorme, 5000 produits, donc passer de 200 à 5000 en l'espace de 3 ans. Il y a une équipe dédiée produits, c'est ça ? Alors nous, on s'appuie sur les équipes marketing qui font le C'est l'équipe marketing qui fait les coffrets. qui fait les coffrets, ouais. Ok. Et je vais t'expliquer pourquoi on est passé de 200 à 5000 produits. Parce que c'est aussi une stratégie derrière. Eux, ils s'appuient aussi sur ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que souvent, ils demandent, OK, qu'est-ce qui est tapé sur votre search ? OK, c'est quoi les champs sémantiques sur Google qu'il y a ? Typiquement, tu vois, les cadeaux de retraite. T'y penses pas. Les coffrets baby shower, t'y penses pas. Pour autant, tu vois, t'as des signaux faibles que t'analyses. Et là, j'ai l'équipe SEO qui bosse dessus, qui leur font des dashboards pour essayer de voir, en fait, détecter des tendances. Et on se met dessus, tu vois. Et la diversification, on l'a fait parce que, en fait, j'avais un site qui était très pauvre en termes de produits, en termes de pages, tu vois, et de maillage. Et donc, on se dit, pour être appétant pour le client, pour être bon à SEO, pour élargir mon scope, il me faut plus de produits. Okay. Et une page avec un produit, ça marche pas. Typiquement, j'ai un coffret sans parachute. Si je mets ça sur ma page catégorie sans parachute, t'imagines bien que je vais pas en vendre beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets toutes les activités sans parachute, en one by one. Donc, en fait, on a rentré 3500 activités, qui sont les meilleures activités, tu vois, les plus jolies, avec les plus belles photos, et on complète nos pages comme ça. Et du coup, pareil sur pilotage, toutes les verticales, tu fais ça. Ok, hyper intéressant. Ce qui est cool aussi dans ce que tu me dis, c'est donc l'équipe marketing, hein, je comprends, qui est en charge de la création ou l'évolution des coffrets. Une interaction forte parce qu'elle vous demande, vous, des feedbacks sur tous les mots-clés qui sont recherchés sur le site. C'est leur principale source d'inspiration, parce que sinon, il faut aller en magasin et demander aux gens ce qu'ils veulent. Non. Enfin, le magasin, t'as pas de retour, t'as pas de feedback utilisateur. Alors déjà, on a des équipes créatives aussi. Oui, tu vois. Oui, bien sûr. Elles créent aussi au marketing des concepts. On suit les tendances des réseaux sociaux. Tu vois, on a créé, il y a un moment, il y a eu du One Life, donc on a sorti une gamme One Life. On essaye de suivre ces trucs-là. Le cocooning est très à la mode en ce moment, tu vois, on a une gamme de cocooning. Donc on essaye de les suivre et on fait partie des outils, en fait, si tu veux, sur lesquels les équipes marketing s'appuient pour créer et innover. Et il y a de l'insight aussi, de la recherche, de parler à des utilisateurs, des prospects, des... Ouais, on a des tests quali, quanti, on teste nos concepts tout le temps. 3000 points de vente pour la carte cadeau. Je crois que c'est à peu près ça. Dans ces un eaux-là. peu moins, mais Okay. en gros, on est la carte cadeau la plus distribuée en France. Et combien de points de vente en tout où je peux acheter en Europe, du Wonderbox en Europe. Attends, je veux pas te dire de bêtises. Bon, je te crois que pose une colle, on n'avait pas préparé, je t'ai pas Non, mais j'ai en tête 10 000. Ok. Parce que tu as des marchés très morcelés, d'autres moins, mais je suis en tête 10 000 points de vente. Mais je ne voudrais pas dire de conneries. Et donc, je te posais la question d'une évolution entre l'avant et l'après-Covid sur ce que tu vends en ligne. Donc déjà beaucoup plus de produits qu'avant. C'était la première partie de ta réponse. On a un mix qui a évolué, là où je vendais 80... même ça en 2019, c'est 100% de coffret Wonderbox, tu vois. Maintenant, je vends 20% de cartes, 20% de billetterie, le reste de Wonderbox. Et ça a généré de la croissance. C'est ça qui est fort.
Et de l'activité aussi maintenant. Sans cannibaliser en fait les produits anciens, c'est ce que tu dis. T'as forcément de la canime. La question c'est est-ce que la somme de la canime plus la croissance est supérieure à 0 ? Ouais. Est-ce qu'elle est inférieure à 0 quoi ? Et elle est supérieure à 0. Elle est supérieure à 0. On a doublé en 3 ans. Et alors les challenges sur les années à venir ? Innover, je suis persuadé, si tu veux, que... C'est ce que je dis Enfin, tu vois, on fait des belles croissances, tout le monde dit « Ah ouais, t'es trop fort, ton équipe elle est trop forte et tout ». Je fais « Attendez les gars, on va descendre. Sans produit, vous faites rien en fait. Donc il faut des bons produits. Et c'est la clé de voûte. Et c'est ce qu'on s'était dit au téléphone, tu vois. Tu vas voir le site, il est pourri en vrai. Enfin, honnêtement, je suis pas du tout best in class sur les sites web. Mais comme t'as un super produit, ton site il peut être moyen, tu le vends. Inversement, tu as un super site, un produit de merde, tu ne vendras rien. Enfin, c'est basique. Donc c'est pour ça que avoir des super équipes produits, c'est hyper important. Hyper intéressant. Parle-moi un tout petit peu du marché. Marché du coffret. Plusieurs acteurs. Hein, Bon, c'est un duopole, globalement, à l'échelle européenne. Voilà, nous, on était le petit poussé. On commence à se rapprocher. Si on fait à peu près une fois et demie ce que fait notre concurrent principal, on peut le nommer, c'est Smartbox. Enfin... C'est connu, je crois que dans Génération Do It Yourself, on en a pas mal parlé aussi, avec Sterrin, Pierre-Edouard Sterrin. Pierre-Edouard. Voilà, le marché du coffret, c'est un marché qui est hyper résilient, qui est pas en croissance, mais qui est pas en forte décroissance non plus, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, parce qu'on apporte de l'innovation. Je t'en ai parlé, la billetterie, c'est un monstre, c'est un bulldozer. Et c'est pas un marché de vieux. Enfin, tu vois, on a une attitude de... Quanti qui est sorti qui est sorti il y a pas longtemps, les gens ils aiment bien le coffret, ils aiment bien l'offrir, ils aiment bien le recevoir et ils ont pas 50 ans. Et c'est ça qui est assez intéressant. Il y a des perceptions en fait, même à l'intérieur de la boîte, qui sont complètement fausses dès qu'on teste. Même à l'intérieur de la boîte. Même à l'intérieur de la boîte, ouais. Cool. Alors j'aimerais parler de plusieurs sujets, mais Ops, produits, on en a un peu parlé, marketing et tech. Mais commençons par la distribution, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement sur le panier. Et l'omnicanalité ou non, justement, tu vas en parler. Juste, tableau d'ensemble. Aujourd'hui, je peux acheter des cartes ou des coffrets sur le web, au sens large, dans des boutiques physiques, chez des retailers, ou via des comités d'entreprise. Oui. En gros, c'est les trois grandes... Tu me parlais de B2B aussi. Ouais, c'est quoi le B2B ? Tout l'incentive, tu vois, incentive des commerciaux, Okay. Incentive pour acheter je sais pas, tu vas chez... Tous les trucs de Barways, là. T'as toujours un cadeau qu'on t'offre. Quand tu vas changer ton chez Feu Vert, je sais plus quoi en ce moment, etc. On travaille aussi là-dessus. Tu reçois une carte cadeau si tu viens changer ton... Tu mets ça dans le B2B ? C'est du B2B parce que c'est du deal B2B, en fait, si tu veux. Ok, compris. Et les proportions que tu me donnais, en gros, c'est le retail 60%, 20% sur le digital au sens large, dont 50 millions, donc 20% ça fait 70 millions, il y a 50 millions qui sont sur vos sites, 14 pays 13 pays. 13 pays. 14 maintenant, t'as raison avec le UK. 14 avec mais le on n'a UK. pas de site au UK, donc je sais pas comment tu le comptes. Et il reste 20% sur le B2B. Sur le retail, il y a plusieurs acteurs, mais il y en a un qui pèse plus que les autres. De distributeurs. Ouais. On sent que Leclerc, c'est très fort. Tu vois, en vrai, c'est une machine. Après, Fnac, c'est toujours un de nos gros distributeurs et partenaires, surtout. C'est des partenaires, en fait, avant on a des distributeurs. Donc, ouais, c'est des deux gros mastodontes, globalement. Ok. En France. Après, le marché européen, il est différent. Il est complètement éclaté, ouais. C'est marrant parce que la question me vient en y réfléchissant, mais je le vois souvent près des caisses. Or, près des caisses, on place des achats d'impulsion. Tu parles des cartes ou des coffrets ? Alors, je pense aux cartes, mais les coffrets sont plus loin, sont ailleurs. Ça dépend de la période. Okay. En fait, tout le challenge, c'est la saisonnalité, tu en as parlé en introduction. C'est-à-dire qu'en fait, la rotation de mon linéaire est pas du tout la même au mois d'août, juillet ou février que au mois de novembre, décembre. Okay. Donc, c'est tout le challenge par rapport au retailer en disant « Ouais, mais moi, je veux être là toute l'année, c'est important. Ah ouais, mais tu retournes moins, etc. Donc, je te mets dans une zone plus froide ou plus chaude. » Donc, ça, c'est les équipes commerciales qui font ça. C'est pas sur mon périmètre à moi. Mais là où on est fort dans le coffret, et je pense qu'on est fort chez Wonderbox, c'est la massification de fin d'année, tu vois. Et là, tu nous vois partout. C'est-à-dire qu'on se met dans les allées centrales, en tête de gondole, on fait des shop-in-shop, on fait des trucs, on massifie au maximum pour que tu nous vois. Pourquoi ? Parce que on doit... Est-ce que tu as le réflexe, quand tu cherches un cadeau, comment tu fais ? Tu as une idée, tu vois comment tu vas décider quel cadeau t'offre ? Il faut être devant, en fait, il faut être présent, tu vois, juste pour inspirer. Et c'est la même chose en retail.
offline, donc on parle de massification, de box, etc. Mais c'est la même chose en online. Tu vois, il faut que je sois, au moment où tu cherches, il faut que je sois là. C'est tout le challenge. Ok, hyper intéressant. C'est quoi la taille de l'équipe retail, wholesale, distrib, je sais pas comment elle s'appelle chez vous? En France, je dirais une 50aine. Ok. Voilà, après, on charge plus sur la fin d'année, nécessairement. À l'échelle européenne, je pense qu'on doit avoir 105, une centaine de commerciaux, 120 commerciaux. Mais Et vous êtes à peu près 500, je les dis une 500, bêtise. Ok, donc tu as 20% de ton staff qui gère qui sont en magasin. les 10 000 peut-être points de vente. Ouais, c'est ça. Ok, hyper intéressant. Donc ça c'est à peu près 60% wholesale retail chez quelques retailers qui pèsent, en tout cas en France et plein en Europe, avec un enjeu de saisonnalité, du coup d'animation de ton parc qui doit être hyper intéressant. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un épisode, tu sais, sur le panier, j'ai une série spéciale qui s'appelle Retail, où on parle que de retail et d'animation de réseau, ce genre de choses. On pourrait faire un épisode spécifique avec ton homologue. Je t'envoie Patrice Hubert, qui est Patrice directeur commercial France, mais aussi coordinateur international. Donc pour le coup, lui, il pourra te répondre à toutes les questions sur tous les pays. C'est son périmètre. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Mais revenons sur le digital. Donc le digital, c'est 20% du CA, 70 millions à date. C'est quoi l'évolution? On a doublé en 3 ans, voilà. Globalement... ça s'est accéléré je pense que le Covid a été un gros catalyseur, mais pas que. En fait, on a été... ce qui est assez cool sur le site web, c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux. Et c'est super rapide de mettre un produit en ligne, tester un concept. Là où en retail, faut négocier, c'est plus long, c'est des cycles d'achat qui sont 1 an, 6 mois parfois. Du coup, nous, on s'est dit, vas-y, on met tous les produits de la marque, enfin du groupe, pas de la marque. Donc on a transformé Wonderbox, qui était un site de marque, donc tes coffres Wonderbox, en marketplace du groupe, et on a mis toute la billetterie, on a mis donc CITC, Culture Necessity, Tickenbox, qui est la marque de billetterie. Attends, pardon, t'as dit quoi avant? ITC? CITC, Culture in the City, la boîte Culture in the City, la boîte de Benjamin Biolay. La boîte de Benjamin, c'est qui s'appelait Au Teatro. Ouais, les acronymes, je suis désolé, c'est affreux. Ah, c'est pas grave. Donc on a mis toute la billetterie, et là on a mis les cartes, et en fait, quand tu regardes la saison, chaque fois que j'ai mis des produits au-delà du Covid, ça m'a apporté de la valeur, en fait. Et tu fais des graphes en cascade, là, et tu vois complètement en disant, putain, c'est dingue, chaque produit, en fait, ça apporte. Et ce qui est assez ouf sur le site Wonderbox, sur les sites Wonderbox, tu mets un nouveau produit, dans la semaine, il se vend. Tu vois, on a sorti des coffrets Pierre et Vacances, ils se sont vendus. Des coffrets Harry Potter, ils sont... Je sais pas comment, tu vois, c'est assez dingue. En termes de panier moyen, tu vois une différence entre le retail et ton site? On est un peu plus élevé, nous on est autour de 100 €. Sur le site? Sur le site, et en retail, je pense qu'ils sont autour de 80-85 €. Ok. Tu m'as dit 60-70 tout à l'heure, pourquoi ça baisse ou est-ce que c'est plus bas? Ou j'ai mal compris? 60 paniers moyens. Ouais. Parce qu'il y a des marchés où le panier moyen, en Espagne, mon panier moyen, il est plutôt à 60 €. Ok, d'accord. Ah oui, c'était panier moyen global. Ouais, global, ouais. Ça. Et sur des cartes, je vais être plus bas que sur des coffrets. Et donc tu dis, tu mets un produit, il se vend dans la semaine? Ouais, c'est toujours... Enfin, c'est assez malgré merveilleux. les 5000 rêves que tu as déjà... Ouais, c'est magique. Enfin, honnêtement, c'est assez magique. Enfin... Et alors, c'est quoi le process? Tu le mets en avant? Est-ce qu'il y a une... Déjà, il passe dans nos campagnes shopping. Ok. Et donc, en fait, ça prouve qu'il y avait de la demande. Et donc, on a répondu à une demande. Et donc, comme on a un tiers de confiance, on a une belle marque. Shopping, c'est quoi une campagne shopping? C'est nos campagnes Pmax, tu vois, classiques. Oui, d'accord, pardon, shopping, Google Shopping. Ouais, Google Shopping, ouais. Et donc, ça rentre dans le flux. Et en fait, si tu veux, il y a un mec qui cherche un cadeau Harry Potter, globalement, on est les seuls à faire un coffret cadeau Harry Potter. Donc, c'est quoi le temps de création d'un produit, d'un coffret? Tu dis à ton équipe market que tu as beaucoup de recherches Harry Potter à Londres. Alors là, pour le coup, c'est des négos quand même. Ouais. Donc c'est beaucoup plus long. Mais si j'ai le périmètre d'activité et que je veux créer un concept, tu vois, typiquement, prends le cocooning. Cocooning, c'est quoi? C'est des choix d'hôtels, c'est des choix de lieux, c'est une promesse marketing. On a le sourcing de ça. Donc finalement, c'est repackagé. Donc en théorie, parce que modulo les créations avec le studio, etc., en 4 jours, je peux le mettre en ligne. Ok, hyper intéressant. Donc ça veut dire que toi, tu fais un retour à l'équipe marketing en disant je vois une tendance, un signal faible sur cocooning dans la Loire. Il y a déjà des coffrets qui existent. Faut le repackager un peu. 4 jours plus tard, tu le vends. C'est en théorie. Dans nos cycles de business, on est plutôt quand même sur des cycles annuels ou biannuels. Donc on le fait pas forcément. Okay. Tu vois, il faut différencier la théorie de la pure agilité ou de l'agilité à outrance, quoi. Ok. Mais donc tu le mets en ligne, il passe automatiquement dans tes campagnes shopping et il se vend dans les jours qui suivent. Ouais, c'est impressionnant. Enfin, pas tous, mais souvent. Ouais. Sur cette agilité, quand même, j'aimerais y revenir. Donc la théorie, tu me dis, ça peut être fait en 4 jours, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on a quand même des plans produits, on essaie d'être cohérent et que le retail fait encore 60% du business. Donc on se cale quand même pas mal sur les cycles retail. Et surtout, on est une boîte de retail à la base. Enfin, même si les premières ventes de Wonderbox, il y a 18 ans, 19 ans, sont faites sur le web,
Factuellement, il y a 4 ans, c'était 90%, allez, 80%, 80-85% de la distribution. Donc on est organisé et structuré comme une boîte retail. Je reprends le digital au sens large juste pour vous dresser le tableau avec les chiffres que tu m'as donnés. Hein, mais le web, c'est 50 millions d'euros. Sur les 70 millions qui sont faits dans le digital, 50 millions sur le web, 13 millions sur les marketplaces. Et ça aussi, il y a une augmentation forte, baisse. Explosion. Ouais, explosion, parce que, on n'était pas très bon. Et deux, les gens sont de plus en plus digitaux. Donc, tu vois, il suffit de regarder la croissance d'Amazon. À un moment donné, tu la suis, tu la captes. Et ton doublement, parce que tu m'as dit que tu es passé en gros de 10 à 20% sur le digital. La plus grosse accélération, c'est où ? Le web. Le web, vos sites. Ouais, oui, le web, on privilégie toujours notre site. Et le web, il a doublé, quoi. Et puis surtout, ça fait plus 25 millions. Là où, même si j'ai fait peut-être plus 4 millions sur Amazon, qui fait quand même une belle croissance, c'est pas la même chose en termes de valeur. D'accord, non, mais t'as doublé, donc t'es passé de 25 à 50 en l'espace de 3 ans. Ouais, mais t'as des bons produits, tu vois. T'as des bons produits, t'as de la demande, t'es là, c'est pas difficile, en fait. Et le site est toujours le même qu'il y a 3 ans ? Alors, oui et non. Tu vois, on itère tout le temps, on fait toujours plein de tests. Le look and feel est le même, tu vois, vraiment. Alors là, on est en train de le changer, on est en train de le revoir parce que ça commence à être assez vieillissant, tu vois. Mais oui, on a pas mal itéré quand même, en termes de features, en termes de réflexion et autres. Mais on le refond pas tous les ans, c'est impossible. Et dernière refonte, c'est quand ? Grosse refonte. Ouais. Énorme, genre grosse refonte. Ouais. 2019. 2019. Ouais. Donc là, c'est encore la version de 2019 avec des évolutions. Modulo de 3 trucs, tu vois, on a mis le mode normal. guest, on a fait le guest en 2020. Le mode guest, donc tu peux commander ça sans clé de compte. Mais sinon, non. Pourquoi vous l'avez fait ? Grosse demande ? Tu sentais de la friction ? Non. Déjà, je pense que c'est une tendance de fond. Alors, globalement, les gens veulent plus donner leur data. Et il faut que l'achat soit le plus fluide possible. Voilà. En face, t'as Amazon, t'as ton compte, ça te prend 3 secondes d'acheter. Comment tu fais en concurrence à ça ? Et le pitch était, ok, fais-moi un tunnel en 3 clics. Voilà le pitch qui m'a été donné. Et donc, le mode guest, il vient naturellement. Alors, tu perds ton CRM. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que ça vaut ? Faut pas être péjoratif, mais est-ce que je préfère prendre la vente maintenant et pas avoir mon opt-in, tu vois ? Ou est-ce que je préfère avoir un opt-in et perdre la vente ou diminuer ma vente de l'instant, sachant qu'en plus j'ai un achat tous les 14 mois. Voilà, c'est quoi le trade-off, tu vois ? Ouais, c'est ça qui compte aussi dans l'équation. Achat tous les 14 mois. C'est ça, c'est le trade-off. Ok. Et donc vous voulez pas enlever, ça veut dire que... on garde et on en est très content. Ok. Donc 50 millions sur le web, 13 millions sur les marketplaces. Les marketplaces, c'est qui ? C'est quoi ? C'est Amazon. Amazon, France, Espagne, Italie, globalement. Que vous avez lancé quand ? Il y a super longtemps, en vrai, mais en fait c'était au retail à la base, qui faisait des trucs parce qu'ils les avaient lancés. Chez Wonderbox, ce qui est assez cool, c'est que l'initiative, elle est valorisée, donc les gens ils font, quoi, tu vois, on se pose pas la tête, on y va, et puis après on voit comment on se réorganise, mais en général quand tu te réorganises, ça veut dire que tu as de l'attraction, donc c'est quand même un bon signe, tu vois. Et donc ça avait été lancé en local, c'était dans les équipes retail, et après, Amazon c'est quand même un Google bis, t'as quand même pas mal de bidding, t'as quand même des enjeux de SEO, et ça prend du temps en fait quand tu t'y mets vraiment dedans. Et donc, du coup, ça s'est rebasculé chez nous. Tu peux me partager quelques enseignements ? Sur Amazon ? Ouais. C'est cool, positif Amazon. Ou négatif ? Oui, c'est cool. Non, mais en vrai, c'est cool, mais ça coûte une fortune. C'est très concurrentiel. Je crois que c'est une gars, je crois qu'ils ont déjà fait 1 million quasiment sur Amazon. Enfin, énorme perf. Voilà. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources en logistique, en produits. Ils sont injoignables, c'est l'enfer dès que t'as des bugs, tu vois. Donc ouais, c'est bien, mais quand t'as un site web qui est déjà gros, tu dois y être parce que ton concurrent y est, que t'as des habitudes d'achat. Mais si mon concurrent y était pas, en vrai, j'y serais pas. Voilà. Assez clairement, parce que c'est compliqué, quoi. Ça prend du temps. C'est quelle taille chez toi ? C'est quoi ton équipe d'ailleurs au sens large ? On est 25. On est 25. Vous êtes 25, pardon. Et Amazon ? Amazon, alors j'avais une personne l'année dernière, maintenant on est 2. Donc on fait à peu près 12 millions dessus, 11 millions sur Amazon. Et il gère aussi ses discounts. Et après, on a une 3e personne parce qu'on a tous les inter-CE que je considère comme des marketplaces, type MeClub, Bimply. Alors, inter-CE, pour ceux qui savent pas, c'est quoi ? C'est des espaces que vous avez dans vos entreprises si vous avez des CSE. Vous avez des avantages quand vous êtes salarié d'une boîte. Et donc là, du coup, c'est de la distribution online aussi. Ok, via des sites qui sont dédiés à la boîte. Ouais, t'as un accès lié à ta boîte. Ça, tu me disais que c'était 5 millions d'euros. Oui, tout à fait. Donc 10 fois moins que le site, mais qui sont gérés par les mêmes équipes, c'est ça ?
alors qu'on récupère aussi, c'est pareil, parce que c'était au CSE à l'époque, et du coup, ça revient dans le digital parce que des gens partent, des gens reviennent, on recrute, tu vois, on essaye de. En fait, on grossit quand même, donc à un moment donné, il faut s'organiser aussi et de remettre. J'aime pas dire, mais l'expertise là où il y a les experts. Tu vois, alors c'est pas péjoratif pour ceux qui l'avaient avant. Qui le faisaient avant, ouais. Mais ensuite, ça évolue, donc ça évolue, tu vois, ouais, ça évolue. Mais on le fait jamais trop vite, tu vois, on fait. Tu le mets où le chiffre d'affaires fait par les retailers en ligne? Si j'achète un Wonderbox sur Fnac.com, moi je le mets dans le. Voilà, c'est du digital, c'est pas dans mon périmètre, c'est du digital. Mais dans les chiffres que tu m'as donné pour que j'ai un. Je t'ai donné, non, retailer, je t'ai dit 2 millions à peu près. 2 millions quand tu prends Fnac, Cultura, tu me le donnais, tout à fait. Portée Inglaise, Oui, etc. oui, ouais. C'est là-dedans. Ouais. Ok. J'aurais imaginé que ce serait plus important. Le réflexe d'aller acheter un coffret cadeau sur la Fnac, pas en physique, mais sur leur site, j'aurais imaginé que ce serait plus. Ouais, mais je pense que c'est pas les mêmes acheteurs. Enfin, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, moi, les marketplaces, je les considère comme étant un peu des silos. Alors, on va dire qu'il y a de la canib, etc. Mais t'as des habitudes d'achat. Donc, à un moment donné, t'es habitué à aller sur Amazon, t'es habitué à aller sur Cdiscount, t'es habitué à aller sur Fnac, tu vois. Et c'est compliqué t'iras pas ailleurs, enfin, honnêtement. Donc, ça me va bien de distribuer sur Fnac. Voilà. Après, je dis à Fnac, t'es gentil, t'achètes pas ma marque. Tu vois, enfin, on est dans du win-win aussi. Donc, on privilégie toujours le site web. Mais un mec qui est Fnac, il faut que je sois là. J'ai mes concurrents qui sont là. Il faut que je sois là en face avec la bonne offre. Bah oui, je me dois d'y être. Tu vois. Et même pour l'acheteur Fnac. Le mec, c'est un acheteur Fnac, qu'il soit offline ou online, je dois être là pour lui. Ah. Je reviens sur ton site. J'aimerais savoir quels ont été les gros chantiers des dernières années qui ont apporté vraiment des plus produits. Tu m'as parlé du comment on l'a défini, checkout anonyme, le guest, voilà, ouais. mode. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions dont tu peux me parler qui ont été des chantiers importants et qui ont apporté quelque chose sur la fiche produit, sur la réassurance, sur les moyens de paiement, sur la recherche? Alors, il y a pas mal de trucs, on est très à l'arrache, honnêtement. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on a un site qui est pas best in class en vrai, mais on fait des chiffres de ouf. C'est du sur-mesure, j'imagine. C'est assez custom. En fait, on a un stack qui est du SAP Ibris, donc c'est un peu un bulldozer. Là-dessus, c'est assez gros, c'est assez rigide, c'est pas évident. Après, on a une surcouche de merge qui s'appelle Octipass, c'était Sparko à l'époque. Et en fait, ce qui est chiant avec notre produit, c'est que on a fait un setup qui est logique, mais qui est complexe. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, les produits, c'est pas le coffret, c'est les activités qui sont contenues dans le produit. Mais typiquement, tu veux couvrir un coffret où tu as des activités près de Paris, tu peux pas filtrer sur Paris, tu vas filtrer sur les activités qui sont contenues dans le coffret. Et du coup, tu vois, ça crée des niveaux de complexité et de lourdeur qui sont assez importants. Okay. Donc là, on est en train de rechanger la façon dont on caractérise les sites, les produits, tu vois. On a créé notre surcouche de cara produits, des keywords, des choses comme ça pour contourner. Pour le search, on est en train de contourner pas mal de trucs aussi. Et ça sort là dans pas longtemps. Le search, c'est quoi ? C'est pareil, c'est via Octipass. Ok. Et vous allez changer ? Vous le changez ? Non, on reste sur Octipass. C'est juste que la façon d'appeler les produits, on le challenge. Et on va pas appeler les mêmes caras, donc on travaille dessus. Mais c'est des chantiers qui prennent franchement un an et demi, quoi. C'est hyper long. Hyper long. Mais on s'en sort, c'est l'essentiel. Oui, et puis c'est en croissance, et puis 50 millions, c'est pas rien. Bah non, c'est pas rien, tu vois, et c'est parce qu'on a des super produits. Ok. Donc la recherche, le guest, sur la fiche produit, est-ce qu'il y a des évolutions importantes qui ont apporté des game changers ? On a réagencé la fiche, tu vois, on fait pas mal d'A/B tests, en vrai. Mais c'est plein de petits trucs. Et les game changers, c'est la somme des A/B tests. En vrai, c'est ça. T'as pas un truc magique sur le web. Et on a beau dire, ouais, j'ai fait ça m'a apporté plus 0,2 points de conversion. En vrai, c'est la somme de plein de trucs. C'est la somme de là où va ton trafic. Et donc, forcément, l'acquisition, elle a un impact, tu vois. Si tu bascules tout le trafic de la home à la page produit, ton site, il va pas se comporter de la même façon. Clairement. C'est la somme de tous les A/B tests parce qu'un mec, il voit une dizaine de pages, tu vois, donc quelle est l'expérience ? Et c'est la somme du tunnel aussi, tu vois, t'as plein de petits trucs. Alors les moyens de paiement, forcément, ça contribue. Te dire de combien ça a contribué, c'est hyper compliqué en fait, parce qu'il y a tout qui bouge tout le temps sur un site web. Donc là, on a mis tous les moyens de paiement, on a, tu vois, Apple Pay, Google Pay, du BNPL, du 3 fois, du 4 fois. Donc on regarde les tractions. Buy now, pay later. Ouais, pardon. BNPL.
avec autant de moyens de paiement et qu'il y a de pays, parce qu'il y a quand même des particularités sur chacun de ces pays. Alors, qui sont... On a les flagships de paiement. Tu vois, iDeal aux Pays-Bas, tu l'as pas, t'es mort. Bon Contact, tu l'as pas en Belgique, t'es mort. MobilePay, tu l'as pas au Danemark, t'es mort. Donc ouais. Il me manque Bizum en Espagne que j'ai pas encore. C'est on track. Mais on y va, ouais, forcément. Une question que je t'ai pas posée, qui est peut-être un peu idiote, mais quand t'achètes en ligne, t'as un produit physique ? Tu choisis. Donc, soit je reçois le coffret, soit j'ai un... T'as un e-billet. Quoi. Ouais. Et ce qui est assez fort, c'est que les activités ou les coffrets qui n'existent pas en physique, parce qu'on a des coffrets qu'on teste, tu vois, des exclus web qu'on teste et qui n'existent pas en physique, on est capable de les rematérialiser. Donc on les imprime et qu'on envoie dans une belle boîte. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Ça, c'est assez cool. Et tu vois les différences entre les pays sur le digital par rapport justement à cette approche au physique? Alors ça, c'est marrant parce que c'est il y a quelques temps chez nous, c'était le démat, c'est le futur, etc. Et en fait, il y a une croyance là-dessus. Et non, t'as besoin de donner quelque chose. Exactement. Et en fait, mon taux de démat, il est hyper stable depuis 10 ans, en fait. Tu vois. Et c'est juste, t'as des saisonnalités où t'as plus ou moins de démat. L'été, par exemple, j'ai une démat qui monte à 40-50%. Dématérialisation, pardon, c'est évident, mais je le dis au cas où. Exactement. Alors, parfois, c'est 50 en France, c'est peut-être 55 en Belgique, tu vois. Mais c'est assez similaire, finalement. C'est assez stable. Et en revanche, à Noël, tu vois, début décembre, je pense à 7% de démat. C'est hyper faible. Tu m'as dit que tu fais à peu près la moitié de ton biz sur la France et en gros le reste sur l'Europe. On laisse l'US à part. T'as un back-office pour tout, t'as 14 back-office, non 13 back-office. T'as combien de sites? J'en ai une vingtaine. Ah oui, parce que t'as aussi du... En fait, on a un site par marque. Ouais. Et parce que les bénéficiaires, enfin, on n'a pas qu'un site marchand, en fait. Ça qui est marrant, c'est qu'on est un peu... On a vraiment deux côtés, quoi. C'est-à-dire qu'on a les acheteurs qui me rapportent du biz, mais ça, t'as tout le trafic bénéficiaire. Et ce trafic-là, c'est pas neutre, hein, c'est 30 à 40% du trafic du site. Le bénéficiaire qui vient enregistrer son produit pour l'activer, quoi. C'est une partie qu'on n'a pas encore super bien travaillée. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans l'expérience. On est en train de travailler, là, on est en train de refaire tous les parcours, etc. Que en ligne ou En ligne. Le bénéficiaire, maintenant, il doit venir en ligne, tu vois, pour utiliser son coffret. Voilà. Ma question est que sur un site web? Parce que vous bossez sur une app aussi. Ouais, on bosse sur une app. Là, on le fait un peu en standalone aussi, pareil. Équipe super agile. Alors même s'il y a des API à faire, tu vois, on essaie vraiment de le faire en externe. L'app, elle est intéressante. Ok, tout le monde va dire, ouais, mais vous n'êtes pas récurrent. Pourquoi vous le faites, etc. Je suis un peu comme eux, mais quand tu prends un peu de hauteur, tu te dis, c'est super dur d'être dans la poche des personnes. Et dans la poche des personnes, c'est un peu un enjeu parce que je suis là, je vous ai dit tout à l'heure, on a un achat tous les 14 mois. Donc comment j'augmente ma fréquence, tu vois, et comment je crée un truc vertueux. Et nous, on est capable de se dire, en fait, je suis capable d'amener 1 million, 500 000, 1 million de personnes à télécharger l'app chaque année. Tu vois, qui peut faire ça? Gratuitement, en fait. Hein, tu vois, ça me coûte rien de le faire. Donc ces mecs-là, une fois que je les ai dans l'app, c'est un asset de dingue, en fait, sur lequel il faut capitaliser. La question, c'est comment? Et il y a un truc à craquer. Donc on s'évertue à essayer de le craquer. Hyper intéressant. C'est sur les 5 millions de personnes qui achètent des coffrets chaque année, il y a effectivement une partie que tu pourrais orienter vers cette app mobile et du coup avec d'autres leviers comme la notification pour aller les activer. La notification, nouveaux services. Tu vois, nous on bosse avec, on est partenaire avec Funbooker, je t'en parlais tout à l'heure, qui est une super boîte sur la réservation d'activités, de loisirs. Ils ont un peu un Weekendoo, mais la partie atelier elle est assez faible pour l'instant. Mais ils ont un peu un quoi, pardon? Un Weekendoo, tu vois le site web Weekendoo? Non, mais c'est le leader sur la réservation d'ateliers manuels. Pareil, ils ont grossi vite, etc. Avec deux O. Ouais, Weekendoo. Weekendoo. Et du coup, ils font de la résa, donc tu vois, c'est des trucs qu'on bidouille, on fait un peu des web views et des choses comme ça, mais on bidouille, parce que j'aime bien bidouiller quand même avant d'investir trop. Et on bidouille, on pourrait très bien mettre de la résa, tu vois, et te pousser en géologue. Tiens, en fait, on a cet atelier qui est juste à côté, est-ce que tu veux y aller, quoi? Hyper intéressant, donc deux types d'utilisation du site. Tu m'as dit 1/3 pour les bénéficiaires, 2/3 pour les acheteurs. Et la question que je te posais à la base, c'est combien la structure de tes principaux sites? T'as un seul back-office, chaque site est hermétiquement fermé par rapport aux autres. Parce que les produits sont pas les mêmes. En fait, chaque pays a ses produits. Les 5000, c'est dans l'ensemble? Non, c'est que France. Ah, c'est que France? Ouais, que France. Et après, combien de produits en tout? En fait, c'est surtout la France sur laquelle on a accéléré parce que c'est le plus gros. Enfin, il faut avoir en tête que la France, c'est vraiment la moitié du bis, comme tu le disais tout à l'heure. Le deuxième site, il doit faire 5 millions. Tu vois, il est tout petit.
Et là, on n'est pas en avance sur le digital en vrai par rapport à notre concurrent, qui est 2 fois plus gros que nous sur le digital. Mais c'est pas grave, tu vois. On progressez, évolue, vous avez déjà doublé. on progresse, etc. Et du coup, on fait quand même pas mal de tests sur la France. Mais tu vois, et surtout, j'avais pas d'équipe dans les pays avant. Donc, je gérais tout in-house depuis la France. On était 12 il y a 3 ans. Tu vois, on a vraiment grossi. Donc, on se staff au fur et à mesure. On court après le business, ce qui est un bon signe, tu vois. Si t'es trop staffé et que t'as pas de bise, t'es emmerdé. Si t'as recours de ressources, ça veut dire que ça va bien. En Espagne, je dois avoir 1000 produits maintenant. En Belgique, j'en ai plutôt 500. Mais on cible, on va arriver à ce niveau-là, partout. Ok, intéressant. Mais donc des sites qui sont séparés des autres. Ouais, complètement séparés. Donc c'est un peu chiant à faire, mais on n'a pas le choix. J'entends. Ok, intéressant. Je voudrais parler de marketing parce que le temps file. Et du coup, de tes leviers pour aller chercher des nouveaux clients ou réactiver des anciens. Mais comme je le disais, ou tu me l'avais soufflé avant toi, chaque client, en fait, il faut aller l'acheter. Il faut aller l'acheter, il faut être là quand il est présent. Donc, tu fais la moitié du biz sur 2 mois. C'est-à-dire que sur les 10 mois restants, tu fais 50. Donc, en gros, globalement, tu as 4-5% par mois, quoi. Modulo mai-juin qui est un peu plus gros. Et du coup, c'est facile d'être là à Noël, parce que tu pousses comme un bourrin, tu fais du haut de funnel avec du CPM pas cher, t'arroses, tu vois. Tu crées de l'intention d'achat, en fait. Et les intentionnistes, tu fais du shopping, t'es là en SEO. Tout le monde sait ce que c'est un coffret cadeau aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélisation à faire. En France, oui. C'est moins vrai dans certains pays, tu vois. Tu me disais que c'est la Belgique ça vient de la Belgique. Tout à fait. Ok. Ouais, c'est le marché où la pénétration du coffret cadeau est la plus forte, historiquement. Donc, en Europe occidentale, on sait ce que c'est ? On sait ce que c'est. Aux US, on sait pas. Donc, on tâtonne. Tu vois, on cherche. Est-ce qu'il faut l'appeler Experience Gift Card, par exemple Experience Gift. Le mot box, il n'existe pas, en fait, aux US. Il n'y a pas de volume, quoi. Voilà, tout simplement. Mais donc, je reviens à ce que tu me disais. Haut de funnel, en fin d'année, donc tu bastonnes. On essaye de bastonner, donc là... Et t'as pas besoin de vendre le concept de coffret cadeau, il faut donner des idées. Ouais, il faut donner des idées, trouver les bonnes gammes, tu vois, donc on essaye de vachement diversifier nos créas. Qu'est-ce qu'on pousse parce que si je te pousse qu'un produit sur tous mes réseaux, ça va pas forcément marcher, quoi. Et ton enjeu, ta directive ou ta direction, c'est d'amener vers le site ou d'amener en boutique ? Non, vers le site. De toute façon... Même si j'en apporte, tu vois, en magasin, c'est pas grave. Je crois que j'avais regardé... Non, je l'avais pas fait dans l'autre sens. Ce que j'avais mesuré, moi, c'est le nombre de personnes qui étaient allées en magasin avant d'acheter sur le site. C'est genre 10%. Même pas, c'est tout petit, quoi. C'est vraiment faible. Moi, je crois assez peu à... Comme on n'a pas nos magasins, pour moi, c'est pas les mêmes clients. Et regarde les typologies des gens qui vont en GSA ou en GSS, c'est pas les mêmes que les acheteurs online, tu vois. Mais pour autant, c'est synergique. Donc, à la limite, si j'envoie des gens en magasin, c'est pas grave. De toute façon, ça rentre dans la même escarcelle. Mais je préfère les emmener sur le site. L'achat, il est immédiat. On a des bons services. On a toute la gamme. Enfin, tu vois. En vrai, le site web de Wonderbox, c'est là où tu trouveras tous les produits. Voilà. Parce que j'ai un linéaire infini. C'est quand même fabuleux, ça. En retail, je peux te dire qu'ils aimeraient bien avoir des linéaires infinis. Des linéaires infinis, ouais. Ah ouais, c'est génial, le web. Mettre des linéaires, c'est cher. Exactement. Donc, tes canaux et tes leviers, c'est du CPM fin d'année. Ouais, alors on change chaque année de stratégie, tu vois, parce que comme les réseaux... Alors la stratégie de cette fin d'année, parce que l'épisode va sortir, on enregistre le 12 octobre, chers auditeurs, chères auditrices, il sort en pleine période, il sort en milieu, fin novembre je crois. Bah là on va chercher, on faisait pas mal de YouTube et de Facebook, on désinvestit un peu, et on va aller chercher du Pinterest et du Snap. Ok. Voilà, on a des tests assez concluants sur Pinterest, alors après c'est la stratégie. Après, il y a la réalité, donc on va voir comment ça prend, tu vois. C'est-à-dire que les budgets, on peut les basculer, c'est pas figé. Sur le haut de funnel, ouais, on va essayer de Pinterest, on a des beaux KPI. En vrai, c'est un réseau qui est... c'est la cible. C'est un jeu de recherche, tu vois. Et d'inspiration, c'est vraiment... Et d'inspiration. Ouais. Donc, YouTube, ça nous coûte cher. Facebook, ça nous coûte de plus en plus cher. Tu vois, je mets Insta dedans aussi, tu vois. Et la créa pour créer de la différence sur un YouTube ou sur un Facebook, je trouve qu'elle est de plus en plus dure. Tu vois, le scroll stopper à faire, il est de plus en plus dur. T'en as tellement de trucs, c'est assez difficile maintenant. Ça demande beaucoup, beaucoup de contenu tout le temps. Vous avez une usine à contenu en interne, comment vous faites ? On a un studio en interne qui est top. On n'est pas encore hyper agile. Donc parfois on repasse, on se dépatouille. Mais il y a un moment donné, l'escalade du contenu, si tu veux, faut l'arrêter, quoi, parce que c'est pas rentable. Je pense qu'on est tous pareils, les commerçants, c'est un enfer.
Donc tu désinvestis Meta et YouTube. Enfin, tu réduis pour accélérer sur Pinterest et Snap. Snap, ouais, c'est intéressant. Vas-y, le CPM, il est super pas cher. Donc ça fait 2 ans qu'on en fait, t'as plein d'impressions. Et alors si tu me demandes mon ROI là-dessus, c'est compliqué parce que on sait que c'est impossible d'avoir. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé la solution pour craquer vraiment l'attribution. Et c'est de plus en plus compliqué de la craquer, tu vois. Donc, non, mais on la craquera jamais. On la craquera jamais. Voilà, bah non. Du coup, nous, on est très empirique. Vraiment, on fait des tests. Cette année, j'ai fait 15 points. Qu'est-ce que ça a donné au global, tu vois. Tiens, si on descend à 10, il se passe quoi? L'investissement en réseaux sociaux, il se passe quoi? Ah, tiens, si on monte à 20, il se passe quoi, tu vois. Et on essaie de voir, on teste, on fait un peu des recettes de cuisine, tu vois. Et on est très artisanal là-dessus, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Donc, on continue. Et j'ai jamais trouvé un outil d'attribution qui soit assez fin encore. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui vont hurler que je dise ça, pour piloter mon acquisition. Parce qu'en fait, je valorise vachement le post-view. Et le post-view, il n'y a pas beaucoup qui le remontent correctement. Et pour autant, une view, ça contribue, c'est une touche en fait dans ton parcours de conversion. Et il contribue, quoi. Et si je faisais que du post-click, j'arrête tous les réseaux sociaux, quoi. Enfin, c'est clair et net. Hyper intéressant. Un peu moins de YouTube, un peu moins de Meta, plus de Pinterest, plus de Snap. Ouais. J'aurais pas imaginé ton acheteur sur Snap, mais... En fait, on a plein de produits différents. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, on a des produits... Ça qui est cool, c'est que comme j'ai plein de produits, j'ai élargi mon audience. C'est pour ça que j'ai fait de la croissance aussi, tu vois. Et bah, du coup, maintenant, la question, c'est quel produit on pousse sur quelle audience. Sachant qu'en plus, le bénéficiaire n'est pas l'acheteur. Donc, tu vois, typiquement, tu te dis, ouais, le stade de foot, tu vas dire, je vais prendre les footballeurs, je vais les targeter et tout sur Facebook. Ben non, c'est pas le footballeur. C'est justement la personne qui connaît rien au foot, je pense, mais qui vit avec un footballeur. Bah ouais, mais comment tu les targetes? Je comprends l'enjeu. Ok. C'est un TikTok, casse-tête. vous avez testé? TikTok, on en a en communauté, on commence à en faire. J'ai pas vu encore de use case qui a, à part sur le parfum et la mode ou du haut de gamme, du luxe, j'ai pas encore vu de boîte craquer le modèle en termes de contrib. Et le contenu, il est quand même assez différent. Donc, pour l'instant, on y va pas modéré. Parce que si pour faire une créa de merde, ça sert à rien, en fait. Et je pense que c'est le réseau où la créa est la plus différente de tous les autres réseaux. Et il faut vraiment qu'elle respecte les codes. Et elle doit respecter les codes. Sinon, Voilà. Est-ce que ces codes sont les codes de la marque? Et donc, à petits pas. Ok, compris. À petits pas sur TikTok, beaucoup de Snap, beaucoup de Pinterest, ralentissement sur YouTube, Meta. Pardon, j'ai plein de questions qui me viennent, mais vous faites il y a de la remise? À la base, c'est déjà une offre un peu exceptionnelle, on va dire, mais est-ce que vous utilisez l'outil de la... Alors, on le fait Black Friday, tu vois, on va le faire. Voilà, mais c'est pas... Il n'y a pas de raison de faire de la promo, si tu veux. Enfin, tu vois, on fait 50% de bise en... Pourquoi je ferais de la promo sur un produit comme ça, déjà, tu vois, enfin, fondamentalement. Je sais que le matelas, ce que j'écoutais dans un de tes podcasts, 70% des ventes de la literie, c'est en promo. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça devient lunaire. C'est-à-dire que ton produit, il a un prix qui est faux, tu vois. Enfin, nous, notre produit, il est au juste prix, tu vois. Et d'ailleurs, il est même pas assez cher. C'est-à-dire que le coffret insolite à 69,90, il n'a pas augmenté depuis 15 ans. Tu vois, enfin, et ça nous pose des problèmes maintenant. Mais il n'a pas augmenté, tu vois. On a un produit, je pense qu'on doit être un des seuls produits dont le prix n'a pas augmenté là sur les 2 dernières années, quoi. Enfin, et même sur les 15 dernières années, en fait. L'épisode auquel tu fais référence, c'est le numéro 224, chères auditrices, chers auditeurs, avec Antoine Bonnet de Emma, qui fait près d'1 milliard d'euros sur du matelas. Emma, c'est E2MA, c'est les matelas. Boîte allemande. Ouais, il y avait plein d'apprentissages intéressants. Ah, il était top. Et sur la promo, si tu veux, moi j'ai aussi une distribution que je contrôle pas, qui sont les distributeurs. T'imagines bien que si je fais 20% sur mon site et que Fnac l'a pas, Leclerc l'a pas. Ils vont pas être contents. Bah non, mais c'est normal en fait, tu vois. Et la promo, je trouve que ça dévalorise le produit. Donc pas de promo. Peu de promo, pardon. De l'influence? Influence, ouais, on a une équipe très petite. On a genre une personne, mais qui fait des trucs super, qui s'appelle Julie Charlotte et qui est vraiment bien. Et on croit, tu vois, au fur et à mesure, par itération, mais on y va tranquillement. Quel type d'opération? Pas mal de partenariats avec des influenceurs. On essaye. Pour le moment, le ROI est là, mais c'est pas énormissime. Mais on continue, tu vois, je trouve ça bien. Et après, on anime nos réseaux sociaux, et ça, c'est important. Et tu demandais tout à l'heure la saisonnalité, comment tu gères et tout. Et en fait, moi, j'ai une conviction, c'est que même s'il n'y a pas d'achat, tu dois être là toute l'année
top of mind, tu vois, juste pour lui dire tiens j'ai des trucs cool, etc. Parce que le mec quand il va devoir acheter, la personne quand elle va devoir acheter, parce que sinon après on va te dire que je suis macho, mais ce qui n'est pas le cas, l'homme ou la femme, et pourtant c'est en plus un acheteur très féminin, une acheteuse très féminine qu'on a, quand elle va avoir l'idée, elle va se dire ah tiens je l'ai vu il y a pas longtemps, en fait c'est peut-être une bonne idée cadeau pour un tel ou un tel. Et donc les réseaux sociaux participent à cette présence à l'année, comme mon CRM d'ailleurs. Ouais, top of mind pour... Top of mind, et donc typiquement tu vois sur mon CRM ou sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut pas mesurer le CA direct généré. Tu peux pas le faire. Tu vois, le CRM, si je regarde chaque chiffre d'affaires de ma newsletter, j'arrête. En revanche, je regarde les taux d'ouverture, je regarde les taux d'engagement, tu vois, les taux de clics. Ça m'intéresse. Et quand j'ai des taux d'ouverture à 30, tu vois, je me dis, bah en fait, ça a intéressé. Donc, c'est un acheteur potentiel que je travaille, en fait, tu vois, et qui va revenir. Et qui reviendra certainement en novembre-décembre. Et je pourrais pas forcément le mesurer, tu vois, on peut faire des analyses et tout, mais je sais que j'étais dans sa tête tout au long de l'année. Et ça, c'est cool. Ok, hyper intéressant. C'est quoi ton budget paid ? Trop. C'est à peu près 15% de... 7,5 millions à l'année. Ouais, c'est trop, ouais, c'est trop. Et c'est de plus en plus cher, donc c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça coûte... Même mon CPC Mark, il a pris x2. Si tu veux. À un moment donné, tu te dis, il y a un problème, quoi. Ton CPC Mark a pris x2. Ouais. Alors pour le commun des mortels. Bah, le CPC Mark, c'est juste acheter ton nom sur m'acheter Google, Wonderbox, quoi. Ouais. Et pourtant, mon concurrent l'achète pas. Non. C'est juste que... Google, je sais pas ce qu'ils ont fait. On sait ce qu'ils ont fait, en fait. Ils le disent pas, mais on sait ce qu'ils ont fait, tu vois. Et ça coûte... Je lisais il y a pas longtemps que les CPC, ils avaient genre en 5 ans, ils avaient doublé à peu près en moyenne. Mais c'est monstrueux. Et pour autant, on va pas me dire que c'est que la concurrence, tu vois. Donc ça commence à être compliqué de rentabiliser le paid. Donc là, on a monté une équipe SEO en interne, là. 4 personnes pour tout le groupe, ce qui est pas beaucoup, hein, parce qu'on parle en moyenne quand même 2 millions de visiteurs uniques sur l'échelle du groupe par mois. Donc 4 personnes qui font du SEO pour celle-là, c'est pas beaucoup. Non, 2 millions de visiteurs uniques. Lissé sur l'année. Hein. Ouais, acheteurs et bénéficiaires. Ouais. Lissé sur l'année. Bénéficiaire, t'as pas besoin de faire du SEO pour lui? Non, j'ai pas besoin. Donc on parle un peu moins si tu veux. Mais sur l'acheteur, j'ai besoin. Surtout que j'élargis mon champ produit. À partir du moment où j'élargis mon champ produit, il faut que je travaille ma long tail. Il faut que je travaille mes verticales qui sont plus niches. Et là, c'est du ChatGPT. On parlait d'IA, tu vois. Eux, ils y vont comme des porcs sur ChatGPT. Et c'est bien. Alors après, nos tests montrent quand même que il y a moins de considération des SERP pour le texte généré par ChatGPT et retravaillé. Hein, tu vois, on le passe dans plusieurs trucs. Il y a moins de considération. Ça, tu le constates? Chez nous, on l'a constaté, ouais. Vas-y, dis-moi en plus. C'est moins considéré, tu vois, on a fait des tests avec du contenu généré nous-mêmes ou du contenu via ChatGPT, retravaillé en plus, et ça remonte dans les SERP, mais ça remonte moins fort. Mais c'est normal, en fait, tu vois, enfin, ce serait trop facile. Non, mais c'est pas une mauvaise chose. Alors, non, c'est pas une mauvaise chose. Chères auditrices, chers auditeurs, on est mi-octobre, pardon, et j'ai enregistré la semaine dernière plusieurs épisodes dans le cadre du One-to-One Biarritz sur l'expérience client, qui parlait de data, d'IA, de CRM, et j'ai fait 4 petits épisodes de 15 minutes, 20 minutes sur l'IA, et notamment un avec Fabien, je vais dire l'utiliser, Aufrechter, qui est le VP Web3 chez Vivendi. Et on parlait, en gros, des grandes tendances d'avenir. On a parlé crypto, métaverse, NFT et IA. On a même parlé d'ailleurs d'immortalité as a service, c'était assez fun. Mais en gros, il me disait il m'expliquait qu'on aura bientôt très certainement comme un filigrane sur une image, une signature pour dire qu'un contenu est réel ou pas. On est en train c'est déjà le cas, comme c'est le cas d'ailleurs de NFT pour les news et ce qui sort d'une salle de rédaction et estampillé, c'est invisible pour nous, mais estampillé quelque part et on sait que c'est une vraie news. Et du coup, je suis pas étonné de ce que tu me dis d'un côté, et Google est pas complètement con. L'antithèse, c'est de se dire que Google est là pour servir l'utilisateur et que si le contenu, même généré par une IA, est validé, ou en tout cas lu et donc partagé par des utilisateurs, linké, c'est qu'il est bon. Mais c'est intéressant ce que tu me dis. Donc, vos constats, c'est que les contenus pour lesquels ChatGPT a été une aide, mais vous les retravaillez, sont quand même seraient moins performants que les contenus. C'est du conditionnel, tu vois, c'est des tests qu'on fait. Et puis ça aura changé demain, de toute façon. Donc, ça changera demain, voilà. Mais c'est quand même pour le coup, ChatGPT en SEO, ça a été très cool parce qu'on a vachement accéléré sur la création de contenu. Alors, et comme on part sur un système, on part de zéro. C'est quoi ton rythme?
Quand on est bien staffé, on sort 40 articles par mois à peu près, 40 sur le blog. Donc 2 par jour, il y a 20 jours. Ouais. Après, si tu veux, il y a 3 niveaux de SEO, mais qui sont assez standards. Hein. Tu as le SEO technique, linking, tu vois, voilà. J'ai le SEO content on-site et le SEO blog. Content on-site, c'est c'est tout le contenu que tu peux avoir, les facts sur les pages, le contenu en haut des pages, voilà, tout le contenu on-site pour le coup pur. Donc 7,5 millions environ, enfin 15% en tout cas, pardon, de ton CA qui est en paid, qui a beaucoup augmenté ces dernières années, d'où l'importance de faire du SEO et peut-être plus de réseaux sociaux, enfin de social media. Ouais, de la brand awareness, tu vois. Brand awareness et... Typiquement, on fait une campagne fin d'année sur la télé, et c'est vachement bien. Parce que c'est pas has-been la télé, tu vois. Comme le retail n'est pas has-been, c'est pas has-been, et on en a besoin. Et on la combine avec du online, parce que l'un sans l'autre marche moins bien que... Online pur, ça marche pas. En vrai, moi je trouve que ça marche pas, mon expérience. Offline pur, c'est bien, mais tu touches pas tout le monde. Quand tu combines les deux, c'est hyper synergique. T'as un enjeu aussi de CRM et d'embasement. Tu captes évidemment, sauf s'il est en mode guest, mais tu captes l'acheteur, une partie des acheteurs. Tu captes comment tu appelles, destinataire, pardon, bénéficiaire, on dit. Le bénéficiaire, pardon, d'un coffret cadeau. Comment tu les actives ? Tout ça arrive dans une grande base On arrive dans une grande base qu'on segmente, on les suit, et après on les anime si tu veux. Alors, un bénéficiaire, on n'est pas encore assez présent dans son cycle de vie. Tu vois, on travaille à ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est embasé, on lui rappelle que parfois, dans 6 mois, son coffret il est mort. On le sollicite une fois qu'il a fait sa prestation, parce que l'avis client, si tu veux, l'avis sur la prestation est hyper important pour nous, donc on le re-sollicite à ce moment-là. Et moi, mon CRM, si tu veux, il y a quand même 70-80% des gens qui sont opt-in, qui sont des bénéficiaires. Donc mes acheteurs purs, il n'y en a pas tant que ça. Et mon enjeu, c'est de convertir ces bénéficiaires en acheteurs. Et cette partie, elle est encore un chouïa faible. Néanmoins, on voit, tu vois, quand je te parlais des KPI d'ouverture, etc., on voit qu'on crée de l'appétence. Et du coup, on se sert du CRM pour faire découvrir aux bénéficiaires tout ce qu'on a. Parce que Wonderbox, c'est cool, il y a plein de trucs. Et quels sont tes leviers pour transformer le bénéficiaire en acheteur ? Alors déjà, on l'incentive, nécessairement, tu vois. Un mec a un post-note, on lui dit, reviens, refais une expérience, tu vois, on lui offre 10%, 15%, ça dépend un petit peu. On essaie de leur faire des promos exclusives un petit peu, mais on demande de parrainer, enfin des choses assez basiques, en fait, si tu veux. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, tu vois, un billard à 3 coups, quoi, à 3 bandes, à 3, comme on dit, il y a une expression, mais tu vois ce que je veux dire. Un coup à 3 bandes. Un coup à 3 bandes. On a pas mal parlé de la stack technique, on a parlé de l'app qui arrivait. Je trouve tes enjeux hyper intéressants. On a parlé d'attribution, du CRM. Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé ? Ouais, j'imagine qu'il y en a plein. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Alors moi, je voudrais revenir sur un truc qui m'a... Mais c'est plus du pilotage d'entreprise. Ouais. Je te laisse regarder tes notes. Ouais, vas-y. Tu m'as dit tout à l'heure, l'innovation est valorisée. Ouais, on a une boîte d'innovation. Mais valorisée comment ? Est-ce qu'elle est remarquée ? Est-ce qu'il y a de l'incentive ? Est-ce qu'il y a, tu vois... Non, c'est dans la culture de l'entreprise. C'est dans la culture de l'entreprise, donc c'est montrer, pas montrer, rappeler... Faire, juste faire, tu vois. Ok. Et on monte une nouvelle gamme tout le temps, tu vois, à une époque, on buvait le champagne tout le temps, dès qu'il y avait un truc et tout. Donc ça, c'est très cool. Ça, c'est un peu ralenti avec le Covid, mais... Non, mais c'est culturel, en fait, tu vois. Enfin, prendre des initiatives. Et donc, c'est innover, prendre des initiatives, en fait. Il n'y a pas d'innovation... et des initiatives, pour moi c'est la même chose en fait, et c'est valorisé, et moi je le valorise vachement dans les équipes. On va tester les gars, allez vas-y on y va, on essaye, et ça c'est je sais pas, c'est l'ADN de Wonderbox, c'est induit. Comment est-ce que tu l'as reçu cet ADN toi ? Ça fait 7 ans que tu y es, je dis une bêtise ? Ça fait 7 ans ouais. Déjà. Ça fait beaucoup. Mais surtout, tu as été bras droit du DG pendant quelques années au début. J'imagine que là, il y a beaucoup de transmissions qui se fait. Mais toi, auprès de ton équipe, donc tu les incites, tu leur dis, innover, tester. Ouais, tester ou propose. Quelqu'un qui teste pas et qui innove pas, tu fais quoi ? Tu sens qu'il est pas, tu vois, dans la culture. Bon élément, mais pas dans la culture. Comment ça dépend du poste qu'il a. Okay. Tu vois, si c'est un poste à enjeu ou pas. Enfin, déjà, ça m'arrive pas trop. Moi, j'ai une super équipe, je suis hyper content. Et parce que tu me demandes comment elle vient cette culture-là, mais elle vient des managers. Et le rôle des managers intermédiaires, on va dire, est hyper important parce que du coup, dès le recrutement, si le mec a la culture, dès le recrutement, en fait, il va chercher ça.
Et donc, du coup, ton équipe nativement est liée. Donc, ta question de dire, en fait, est-ce que tu as des gars comme ça dans ton équipe? Et c'est compliqué. J'ai envie de te dire, j'en ai pas tant que ça. Et j'en ai pas, en fait, tu vois. Et moi, je les pousse tout le temps à me dire, vas-y, propose-moi quelque chose, tu vois. Qu'est-ce que tu ferais? Que des questions ouvertes, tu vois, juste pour essayer de les bouger, quoi. Ça, c'est un collaborateur. Et dans le process de recrutement, comment tu testes ce côté très self-starter, entrepreneurial, tu sais Pas forcément entrepreneurial, c'est juste. Mais nos prises d'initiative, en tout cas. Prise d'initiative, sors-toi les doigts, fais des trucs, quoi. Bah, comment tu le testes lors d'un entretien? C'est hyper dur. Ouais. Tu regardes un peu ce qu'il a fait, tu poses des questions. Tu vois, tu ferais quoi dans cette situation-là? On m'a soufflé une question il y a pas longtemps que je trouve assez cool. C'est si t'es chez nous, ce serait quoi ta journée type? Alors, qu'est-ce que tu fais en arrivant? Et tu dis, et là t'écoutes le mec, et tu dis ok, intéressant. Et tu vois, le mec te dit bah moi je vais prendre un café, bon, ça arrive pas, mais en gros, ou le mec te dit bah moi je check les chiffres. Ok, tu sais que le mec il est data, tu vois. Moi je vais discuter avec un tel. Tiens, il est ouvert le mec, il cherche, il veut peut-être se mettre à jour. Tu vois, il y a plein de petits signaux faibles à aller chercher, mais c'est hyper dur. Qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi ta journée? Ton premier jour chez nous, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis très chiffre, ouais. Ok. Non mais intéressant comme question d'entretien. D'autres questions que tu aimes bien poser en entretien? Ouais, moi en fait, l'entretien, c'est. Je le découpe il peut durer un quart d'heure comme une heure. Quand il dure un quart d'heure, c'est pas bon signe. Mais t'as déjà arrêté un entretien au bout d'un quart d'heure? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse dans l'entretien, c'est ok, parle-moi 2 minutes de toi, on se présente tous les deux en 2 minutes. Le mec, est-ce qu'il est concis et ce qu'il va me dire, il est intéressant. Ensuite, je vais dire, en fait, tu cherches quoi? T'en es où? Tu vois, pour voir la motivation. Et après, t'as des questions. Et là, c'est le truc qui kill, quoi, en fait, parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas de questions. Tu fais, bon, ok. Il y a des mecs qui ont des questions, tu te dis, ok, elles sont sur quoi les questions? Ouais, est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'il s'est posé des questions? Est-ce qu'il est pas vif, mais est-ce que ça l'intéresse, tu vois? Et après, tu dis, qu'est-ce que tu as compris de la mission? On va voir s'il a bien compris le poste, et surtout si le poste correspond à ce qu'il aspire. Parce qu'en fait, la façon dont il va le décrire, c'est aussi ce qu'il cherche, tu vois. Et de là, tu dis, je continue pas. Et si tu continues, là, c'est cool, parce que ça devient un échange vraiment qualitatif. Et là, ça dure. Mais parfois, au bout d'un quart d'heure, le mec, il a pas de questions. La description du poste, elle est pas forcément ce que tu as toi. Alors, peut-être que tu l'as mal écrit, mais il a pas forcément posé des questions aussi pour mieux la décrire. T'arrêtes, quoi. C'est marrant, j'en parlais avec des collaborateurs et des managers chez nous là récemment. Moi, j'ai jamais arrêté un entretien au bout d'un quart d'heure. Mais il m'est déjà arrivé, au bout de 2 minutes, de me dire, c'est pas le bon. Alors, je vais pas rester 1 heure non plus avec le candidat, mais l'entretien que t'arrêtes au bout de 10 minutes en disant, c'est pas un fit. Et il y a pas que des bons et des mauvais candidats. Non. Il y a parfois pas de fit. C'est exactement. Tout, ça collera pas. Mais j'ai quand même jamais fait ça. Ok, il y en a qui peuvent le voir comme étant quelque chose de pas bien. Non, mais je pense que c'est win-win pour tout le monde. Je respecte. Tu vois, c'est win-win et on part bons amis, mais juste ça fit pas, quoi. Écoute, ça va pas le faire pour telle et telle raison. Gagnons les 45 minutes qui nous restent. C'est ça, et parfois un entretien qui doit durer 1 heure, il dure 2 heures, parce que c'est trop cool. Et tu dis, en fait, super fit, on y va. Émile, c'était passionnant. Ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet. Il y a... Qu'est-ce que je te souhaite pour 2024, du coup? Donc 2023, vous clôturez en avril. Ouais. Ok, donc on est fin avril. Fin avril. Tu sauras, elle s'arrête quand la saison pour toi? En fait, si tu veux, t'as le Black Friday qui va arriver. Donc déjà, on va avoir l'attraction. Et le 10 décembre, tu vois si t'es aligné ou pas. Clairement, tu vois si ça prend ou ça prend pas. La saison, elle se finit, sauf l'Espagne, parce que t'as le Reyes qui a un gros temps, la fête des rois, qui est plus gros que Noël, qui est le 6, premier dimanche de janvier, je crois. Donc c'est ou le 6 janvier. Ouais, quand on tire les rois, la galette. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, ça s'appelle Reyes, tout simplement. Okay. C'est un gros temps fort, plus gros que Noël. Sinon, en gros, franchement, le 22-23 décembre, c'est fini, quoi. Okay. Ouais, t'as encore des mecs... c'est super drôle, d'ailleurs. Je regarde sur Google Analytics mes ventes, tu vois. En général, le 24 décembre, jusqu'à midi, t'as un pic. Et après, t'as un énorme drop. Mais genre énorme. Tu te dis, il y en a vraiment qui sont à la rue. C'est drôle. C'est trop drôle à y voir. Bon, qu'est-ce que je te souhaite pour 2024, alors? Faut passer à 80 millions, 90 millions, quoi. Continuer à grossir. Ouais, surtout à la boîte, parce qu'en fait, tu vois, le digital, il n'existe pas sans le reste. Et c'est hyper important d'avoir... Moi, je trouve que c'est important d'avoir en tête que tous les canaux sont complémentaires et le retail n'est pas mort. Le digital, c'est pas l'avenir. Enfin, non, les deux vont ensemble, tu vois. Enfin, c'est quoi la croissance de la boîte versus la croissance du digital? Donc toi, tu m'as dit que tu as doublé en 3 ans. Ouais, nous, on a fait... c'était un peu plus lent. Ta croissance est plus rapide que la croissance de la boîte. Oui, mais je partais de plus loin. On était une boîte retail first, donc c'est facile de faire la croissance quand tu pars de loin. Là, le challenge, c'est d'arriver à faire de la croissance sur un truc où on a fait beaucoup de croissance. Donc, comment tu continues à faire beaucoup de croissance? Et là, ça, c'est un vrai enjeu. Okay. Dans le contexte actuel.
Émile, merci infiniment. Vous pouvez continuer la conversation avec Émile si vous le souhaitez, chères auditrices, chers auditeurs, sur LinkedIn, Émile Doumenc, Doumenc. Et évidemment, allez faire un tour sur wonderbox.fr pour vos... Comme dit, ça sort fin novembre, début décembre, je sais plus, mais si vous manquez d'idées pour les fêtes de fin d'année. Il y a plein de cadeaux de Noël. Alors franchement, si vous trouvez pas votre idée cadeau sur Wonderbox, vous m'écrivez un LinkedIn parce que là, on a tout en termes d'expérience. Voilà. Cool, merci beaucoup. Merci Laurent, c'était hyper intéressant. Puis j'espère que tes auditeurs apprendront des trucs. J'en suis certain. Merci à toi et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.